Quelles sont les vraies richesses qu'un homme avide de bonheur fou cherche à découvrir et posséder pour en jouir pleinement? Prenons le sentier qui monte vers les sommets, d'où nous pourrons les voir s'étaler sous nos yeux. Une vieille tour, les murs du château des comtes de Forcalquier, des pierres qui racontent une longue histoire à des oliviers peut-être millénaires. Giono a écrit « Ce beau Saint-Rond est une colline. Sa vieille terre ne porte que des vergers sombres. Quel panorama splendide !» Le soir, l'ombre d'Angelo le hussard se profilera longtemps sur les tuiles patinées par le mistral, le soleil et la pluie. La ceinture de la vieille ville. Sous nos pas se situaient les fossés des remparts qui la protégeaient. Aujourd'hui, plus rien ne la protège du bruit que les hommes ont inventé. Les remparts ne sont plus qu'un souvenir. Ils ne s'éveillent que lorsqu'on en remue les cendres. Les remparts côté est de la ville furent percés pour l'échapper vers l'extérieur. Aujourd'hui, une arche sous les immeubles habités. Hors des remparts, une place, la Villette. C'est un peu Manosque qui sort de ses murs. Peut-être ses premiers pas vers l'extension. Un jour, Antoine Giono, le compagnon cordonnier, arriva à Manosque et logea dans cette grande maison où habitait déjà Pauline. L'amour les réunit et la belle histoire de Jean de Bleu allait commencer. Certaines sources ne tarissent pas. Les canons de la fontaine d'Aubette nous le confirment. Combien de femmes sont venues là remplir leurs seaux, laver leur linge? Combien d'animaux sont venus se désaltérer et souffler l'air de leurs naseaux dans cet élément de vie? Pourrais-tu nous le dire, belle et vieille fontaine d'Aubette, dont les galeries s'enfoncent dans la colline au-dessus, creusées par la main de l'homme? Et toi, vieil ami, la reconnais-tu aujourd'hui? A-t-elle tant changé? Oui, ce quartier d'Aubette, on sent bien qu'il reçoit la première flèche de l'aube. Elle vient taper toujours à la même place, dans un mur où, peu à peu, elle a fait un trou. C'est principalement par l'avenue Jean Giono que s'alimente la ville, voie qui nous arrive de la mer et des grandes villes du littoral. C'était en ces lieux qu'étaient situés les entrepôts de sel qui ont donné son nom à la porte Sonnerie. Avant d'être appelée ainsi, elle portait le nom de Raymond le Vieux, et avant celui de Dame Simon, qui suivait celui de Porte Simon.
Elle date du XIIe siècle, puis fut rasée, reconstruite en 1382, démolie en partie en 1524, reconstruite une nouvelle fois, et enfin modifiée dans sa forme actuelle, le haut, au début du siècle présent. L'histoire parfois contestée veut qu'elle s'ouvrit un 17 janvier 1516 devant le roi de France François Ier, événement qui donne naissance à la belle légende de Péronne de Volant et de Manosque la pudique. Si les rois en cette époque s'arrogeaient beaucoup de droits, il était des filles jeunes et belles qui, au prix de sacrifices douloureux, savaient conserver la fleur de leur vertu. Belle Péronne, quel sacrifice que de te brûler le visage au soufre pour ne pas consentir à céder aux exigences d'un monarque. Trois grandes fresques recouvrent tout le mur derrière les guichets de la poste de Manosque. Elles nous remémorent le passage en notre ville du roi François Ier. Ces fresques nous disent à leur façon que c'est de ce jour que date le nom de pudique qui fut attribué à Manosque par le seul fait que Péronne de Volant préféra s'imposer le sacrifice de se défigurer plutôt que de répondre oui à la demande du trop galant monarque. L'auteur de ces fresques est Francis Rimbaud. Oh, combien de couples enlacés ont parcouru la plaine pour se chuchoter les tendres mots d'amour qui unissent leurs cœurs. Et combien de vieillards sont venus s'asseoir sur les bancs pour ressusciter à l'ombre des platanes ou sous les rayons du soleil des histoires qui font sourire. Manosque en fer forgé, en forme de poire. Ce chef-d'œuvre est-il suspendu par un fil aux branches d'une étoile invisible? La porte souveraine, la porte haute souveraine. Le bas date du XIIe siècle. Sa tour à horloge fut édifiée 300 ans plus tard. Elle ouvre vers les collines de Luberon, vers les vergers d'oliviers, vers le vallon des Fourachaux, vers les carrières qui fournissaient les pierres de presque toutes les maisons de la ville. C'est certainement par cette porte que Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile, comtesse de Provence, de Forcalquier et de Puymont, pénétra dans la ville au printemps de 1370. Après s'être arrêtée sur les hauteurs dominant Manosque et avoir admiré les amandiers en fleurs, elle s'écria « Manosque la fleurie !» Pénétrons dans la ville. Nous voici dans les ruelles étroites. Parfois des andromes, des ruelles toutes tortes, qui donnent l'impression de nous conduire vers la tour des mystères du passé. Vers ce que nous ignorons de ce passé, qui ne fait pas partie de l'histoire,
mais a fait partie de la vie de l'homme pourtant. Toutes ces rues portent en elles quelque chose de bien particulier. Toutes, sans exception, sont des voies étroites, tortes à souhait, sans alignement pour les immeubles qui les bordent. Le titre d'Androne convient parfaitement à certaines d'entre elles, du grec andros qui veut dire homme, donc passage d'homme. Ces rues pourraient nous dire beaucoup de choses. Des livres racontant l'histoire de Manosque nous donnent l'occasion de découvrir certains secrets. Ce bijou de pierre façonné à l'entrée de la rue Torte, comme les niches et les statuettes sur les façades des vieilles maisons, ont certainement une histoire, mais elles gardent leur secret. Dans cette rue, là, à gauche, c'est la maison où Giono est né. En face, en bas, c'était l'atelier de lessivage et repassage de sa mère. En haut, l'échoppe de cordonnier de son père. Quel joli nom de rue! C'est ici que Giono a découvert un fontainier poète. Amintier dit le gymnastique, ce sourcier qui pénétrait sous la terre pour dialoguer avec l'eau. Un passage couvert comme il en existe de nombreux dans la ville, qui nous fait pénétrer dans une cour où l'on croit respirer l'air du XVIIe siècle. Toi, l'homme qui circule en ce lieu, es-tu un pèlerin du passé avec ton bâton? Non, je te connais bien, tu es un vieil ami. Mais ce passage du contrôle n'était-il pas en fait situé à proximité de la porte Chachas, puis appelée Dame Chabas, qu'on trouve citée dans l'histoire de Manosque? Certains noms sont révélateurs. Les deux passages qui se suivent et aboutissent sur la place du contrôle n'en sont-ils pas la confirmation? Place du contrôle, eh oui, contrôle, octroi, surveillance, fouille, etc. Les remparts pour les habitants des 4 villages autour de Manosque, où les pillards les obligèrent à se réfugier, devaient se situer non loin de cette place. Notre-Dame de Romigier, Notre-Dame des Ronces. La légende veut qu'une paire de bœufs, en labourant et se mettant à genoux, ait permis de découvrir le sarcophage du IVe siècle contenant la Vierge Noire. On avait enterré ce sarcophage pour le préserver des mains des Sarrasins qui rasèrent l'église au IXe siècle. Cette église fut rebâtie au XIe et XIIe siècle par les moines de Saint-Victor de Marseille. Le porche, comme certaines ouvertures côté chœur, ont été intégralement restaurées et reconstituées dans leur architecture primitive, art roman. À souligner que les travaux encore en cours sont... Cette porte sans intérêt artistique rappelle pourtant que dans cette demeure a vécu une manosquine du nom d'Antonia, qui fut dans sa jeunesse l'Antonine de Jean le Bleu, devenue grâce à son talent le grand Giono.
Des fioritures sur les façades. L'ouvrier qui les a dessinées et exécutées minutieusement de ses mains et de son outil ne possédait-il pas la notion et l'amour de l'art? Il ne prenait certainement pas la vie au pas de course, et il savait que ce qu'il appliquait sur ces murs était son propre message à ceux qui, après lui, sauraient le lire. Des murs, des piliers, des voûtes. Aujourd'hui, un entrepôt. Autrefois, une promenade pour la méditation des moines du couvent des Carmes. Un couvent qui, lui aussi, se situait hors des remparts de la vieille ville et que les pillards d'Armand Servol obligèrent à déménager. Il fut moulin à huile par la suite. Aujourd'hui, il est devenu logement, entrepôt, remise, garage. Le couvent était relié au palais de la place du Terreau par une galerie souterraine, mise à jour ces dernières années au cours de la construction d'un immeuble. Pendant les travaux, on a découvert des ossements humains, portés à la décharge sans identification d'âge, ni sans explication possible de leur présence en ce lieu. Un mystère de plus. La tour d'un clocher et un campanile à fer forgé. Véritable chef-d'œuvre, assemblé à goupilles. On peut voir à travers de tout cela la main de l'homme capable de réaliser les plus belles choses et entendre les coups de marteau du forgeron sur l'enclume, faisant éclabousser tout un faisceau d'étincelles dorées qui illuminait le visage de l'homme. Guillaume Bonnard, ouvrier de l'art. À l'étage du clocher, au-dessous du campanile, se trouvent les cloches qui annoncent tous les grands événements de la vie, depuis le baptême jusqu'à la mort de l'être humain.
Les vitraux sont plus ouvragés, plus variés et plus lumineux que ceux de l'église Notre-Dame. Les orgues ont été récemment restaurés. Nous ajouterons à ce qui précède que les ossements de Gérard Tanck, le fondateur des frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus les Chevaliers de Malte, se trouvent sous les dalles de l'église Saint-Sauveur. Que de questions sur l'origine du nom de cette rue. Réponse pourtant bien simple. Avant l'élargissement des murs ceinturant la ville au XIVe siècle, se trouvait en ce lieu un champ appartenant à un nommé Quindier. C'était le champ de Quindier. Passages parfois couverts qui s'élargissent dans une courette. Un cintre de portail a été conservé ici. Il donnait accès à la cour d'un couvent. Là se situait un grand local où fut jouée la nef, la grande œuvre d'Élémir Bourges qui fut l'un des fondateurs de l'Académie Goncourt. L'ancien abattoir de la ville, à moitié démoli, mais ce qu'il en reste parle du passé par ces belles pierres taillées. Ne dit-on pas que ces pierres proviennent de la démolition du palais qui se situait sur la place du terreau? Démolition qui eut lieu en 1793. Ce monument existait déjà sur cette place au XIIe siècle. En effet, il figure sur un don du comte de Guillaume de Forcalquier aux frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ordre fondé par Gérard Tanck. On peut présumer que le sous-sol du terreau, c'est-à-dire ses caves, ne furent pas démolis. Un monument se trouvait dressé au milieu de la place jusqu'au siècle présent. Ce monument fut déplacé vers l'ouest de la place et domine à présent un jardin de verdure. Ce monument est surmonté d'une haute colonne sur laquelle la messagère du 11 novembre 1918 ouvre ses ailes à ses enfants morts pour la patrie. Et voici le monument élevé en souvenir de la résistance 39-44. Saint-Charles, un établissement scolaire prisé. C'est là que le petit Jean Giono a pris à lui. L'ancien couvent de la Présentation, son pignon sur le boulevard avec l'imposante porte de la chapelle, son campanile vide de cloches et sa tour toujours habitée par les pigeons. Dans cet immeuble étaient venues s'installer des femmes dévouées et charitables qu'on demandait quand on avait besoin d'aide. En attendant que leur association fût acceptée par le pape, on les appelait les sœurs sans nom. Et le nom de Sans Nom a été donné à la rue bordant l'immeuble où ces futures filles de la Présentation attendaient la décision de Rome. Depuis le palais sur le terreau, des galeries souterraines partaient vers différentes directions. Certaines même, se dirigeant vers l'extérieur des remparts, s'en allaient sortir de terre dans un lieu clos et secret, afin de pouvoir communiquer avec l'extérieur en cas de siège ou lorsque les bandes de pillards circulaient et commettaient leurs méfaits de toutes sortes. Donc, pour ces caves, on peut se poser la question. Avant d'être une cité sur terre et au soleil, Manosque était-elle une agglomération de cavernes? La Manosque souterraine dort dans son obscurité. À l'heure actuelle, chaque immeuble, chaque maison possède sa cave.
Mais le propriétaire s'est muré chez lui en bâtissant des murs de séparation dont l'architecture et la composition diffèrent de celles des voûtes et des piliers. Dans ces caves, dont la presque totalité ne sert plus et dont très peu sont éclairées, on faisait autrefois cuver le vin, on y conservait aussi des récoltes, et certaines même, munies de rampes d'accès, pouvaient servir de remise, d'écurie ou de bergerie. D'autres, comme celle-ci, ont été très bien conservées, aménagées en salle d'exposition et ainsi ouvertes au public. Un puits est là, avec sa margelle, qui descend encore plus profond. C'est le Manosque souterrain, contenant autant de mystères que de pierres. On ne peut fermer les yeux en voyant ces merveilles. On pense aux mains expertes de l'ouvrier qui les ont créées et caressées en même temps. Le bois est vieux. Les clous ont été forgés en d'autres siècles. Et derrière la porte, la cour est prisonnière. Ces portes semblent vouloir cacher une foule de secrets. Ces secrets qu'on ne peut qu'imaginer. En parcourant les rues, nous pouvons voir les portes et en admirer des dizaines qui datent et restent toujours des œuvres de toute beauté, autant par les pierres taillées et moulurées de leurs encadrements et cintres que par leur menuiserie ennoyée artistiquement ouvragée. Mais ici aussi, nous nous en tiendrons à quelque chose de très original mais symbolique qui remonte loin dans le passé. Beaucoup de portes de maisons ont été construites en forme de fer à cheval. On entrait donc dans une maison par une ouverture dont le symbole a toujours été celui du porte-bonheur. Voici encore de quoi nous rappeler les vieux bâtisseurs. Un ancien couvent, celui des Observantins. Il fut transformé en logement après la Révolution. Une fontaine qui coule et qui chante à longueur des jours et des nuits. Le chant de l'eau, source de vie. Un accès vers ce qui était un jardin et qui le reste. Un jardin dans la vie. Il a existé à Manosque en l'autre fois 4 cimetières. 2 dans la ville, dont l'un ici même, place des Ormeaux derrière l'église Saint-Sauveur, un autre devant l'église Notre-Dame, les 2 autres hors de la ville. Manosque, perle de Provence, gloire à toi le plus beau fleuron, le refrain s'étale en puissance sur les coteaux du Luberon. Il rebondit sur mon furon puis dévale vers la Durance, et c'est le chant de l'espérance qui retentit comme un clairon. Manosque, fleur de la Provence, prends notre chant dans ton giron.